Sujet de vous expliquer ce qui va se passer. Je m'appelle Benoît Régent, je travaille donc chez Dentsu Consulting sur la prospective. Je serai votre maître de cérémonie pendant cette soirée. Et donc, comme on l'a dit, il va y avoir plusieurs temps forts autour de cette logique for good, autour de la blockchain. On en a parlé, démocratie participative, la gestion des droits audiovisuels. On va aussi avoir des keynotes. Ce qu'on n'a absolument pas voulu faire, c'est vous assommer pendant 2 heures avec des tables rondes. Donc, on va essayer de vous proposer des formats un petit peu différents, voire un petit peu ludiques ou transgressifs pour certains. Donc oui, il y aura des tables rondes, mais il y aura des keynotes, il y aura des jeux, vous allez le voir. Alors, on va également vous proposer le barbarisme que vous avez en haut, là. Donc, c'est le hashtag avec lequel vous allez pouvoir interagir avec nous sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que vous allez le retrouver sur différentes slides. Mais en tout cas, si vous voulez partager vos sentiments, vos opinions avec nous, notamment sur Twitter, vous pouvez utiliser ce hashtag. Et également, beaucoup de texte sur cette slide. Je prends un petit peu d'avance parce que l'avant-dernière table ronde, en fait, qui n'en sera pas une, sera complètement interactive. Celle qui va réunir finalement le plus de personnes est autour de la traçabilité, qui est un énorme enjeu de la blockchain. On a la chance ce soir d'avoir avec nous des vrais experts de la traçabilité dans énormément de domaines. Qu'il s'agisse d'alimentaire avec Emmanuel Delerme ou Stefano Volpi, on va voir des logiques autour du suivi des produits, des biens. On va se poser la question notamment des produits de luxe, de leur certification. Donc en fait, vous avez là tout le nom, toutes les personnes qui vont intervenir dans ce panel, et vous avez tout simplement un mail que vous pouvez utiliser si vous avez envie soit de poser une question générale sur de la traçabilité, ou en particulier, et dans ce cas, je vous demande de mettre à Emmanuel si vous avez une question à poser à Carrefour, par exemple, ou à Béatrice si vous avez une question sur le territoire de la santé ou de la réglementation. Donc, envoyez vos questions, c'est très simple, question BFG comme Blockchain for Good, donc question au singulier, blockchainforgood@gmail. Elles seront reçues là et transmises plutôt donc un petit peu plus tard dans la soirée à notre panel. D'accord ? Alors, on va donc commencer sans plus attendre avec une première table ronde. On a évoqué ce sujet de la démocratie participative et du vote en ligne. Comment la blockchain et ces nouvelles technologies pourraient nous aider ? On va donc avoir un panel qui sera animé par Philippe Rodriguez. Je vous demande d'accueillir chaleureusement les différents participants à la table ronde suivante. Bienvenue. Merci. Alors, on va parler démocratie et blockchain. Donc, effectivement, c'est le bon endroit pour le faire ici. Nos vies numériques, ça y est, on a compris qu'on pouvait faire absolument tout avec son téléphone, partout, tout le temps. Et cette évolution du numérique, ça nous donne une espèce d'ubiquité constante. On fait tout de n'importe où. Mais alors, pour le vote, pour la démocratie, je crois que la révolution s'est arrêtée là et qu'elle s'est arrêtée au niveau de l'isoloir, on a l'impression, et que finalement, le numérique n'est pas tellement passé par la démocratie pour l'instant. Alors, je force un peu le trait. Ensemble, on va poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on veut améliorer finalement dans la démocratie avec le numérique et la blockchain en particulier ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de blockchain pour le faire ? Et quels sont les risques ? Et comment vous voyez le monde de demain dans la démocratie avec blockchain. Une petite présentation peut-être rapide de chacun d'entre vous. On commence par toi, Benoît. Benoît Thullin, donc j'ai un peu fait mes classes dans la démocratie participative à l'époque d'une campagne présidentielle, mais maintenant un petit peu ancienne. Et puis j'ai eu la chance aussi de présider le Conseil national du numérique pendant 3 ans. Bonsoir à tous, Guillaume Audrieux-Solo, je travaille pour le groupe Orange, je suis intrapreneur et je m'occupe de le vote by Orange. Je vous expliquerai qu'il y a quand même des avancées sur le vote et la démocratie participative. Et Gilles Maintré, moi je suis un des cofondateurs, je ne sais pas si on entend, de Electis, qui n'est pas une start-up, qui est une communauté. On est une association pour justement promouvoir le vote blockchain de manière non-profit, non lucrative et basée sur une communauté. Alors, merci. On va commencer en fait par cette question très simple. Qu'est-ce qu'on veut améliorer dans la démocratie finalement avec le numérique et avec la blockchain ? S'il y a une qualité, quelque chose qu'on voudrait améliorer, en fait c'est quoi ? Benoît ? Disons que, pour rebondir un peu sur le sujet que tu pointais, c'est que voilà, ça fait très longtemps, au fond, depuis que l'informatique est un peu née, qu'on fantasme beaucoup sur le vote électronique.
C'est-à-dire sur une manière de pouvoir un peu fluidifier, baisser les coûts, moderniser au fond ce qui est l'instrument essentiel de nos démocraties. Le paradoxe, c'est que ça fait 40 ou 50 ans qu'on a ce débat, et en réalité, ça progresse assez peu. Pour une raison d'ailleurs assez étonnante, c'est que la plupart des plus geeks et des plus connectés et des plus, on va dire, professionnels du monde informatique ont toujours été extrêmement réservés sur le vote électronique, dont je fais partie. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours opposé, en réalité, les geeks, à sont toutes pas les trop. tentatives. Les oui, geeks pour une sont raison pas très trop, simple. parce qu'ils savent comment ça marche. Pour une raison très simple, en fait, qu'on pourrait résumer, à mon avis, comme ça. C'est-à-dire que on sait tous, quand on a un peu mis les mains dans l'informatique et dans le code, qu'il y a des bugs, que ça peut être hacké, et que ça fait déjà une bonne raison. Rappelez-vous d'ailleurs ce qui s'est passé aux États-Unis à un certain nombre d'élections, plusieurs fois de suite, où il y a eu, parce qu'il y avait des procédures électroniques, une forme d'ambiguïté qui a quand même entaché une partie de l'élection. Ça, c'est la première raison. C'est une raison, on va dire, experte. Et puis il y a une deuxième raison qui tient en réalité à la capacité qu'on a, quelle que soit la fiabilité du système, à ce que n'importe quel électeur puisse se faire une idée simple et claire de la véracité, de la fiabilité du process. Il ne s'agit pas simplement que ce process soit sûr, il faut aussi qu'une personne qui est dans un isoloir, elle comprenne au fond comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Or, vous êtes, même si vous n'avez pas besoin d'avoir un PhD de blockchain ou de code informatique, pour rentrer dans un bureau de vote, et pour comprendre en 3 secondes en réalité comment fonctionne ce process très simple, qui d'ailleurs s'est assez peu modernisé depuis 2 siècles. Alors, c'est ce qui fait qu'on a calé pendant 40 ou 50 ans, et que toutes les tentatives qui ont été faites de proposer une alternative électronique au vote classique ont échoué. Pour l'instant, échoué. Et c'est là où je pense que la blockchain rebat les cartes de cette problématique, et peut-être enfonce un coin dans ce paradoxe. C'est que précisément, on est là sur une technologie alors que les gens vont avoir du mal en réalité à tester eux-mêmes. On n'est pas tous des codeurs et on ne va pas tous, et je ne suis même pas sûr que dans la salle, on en parlait même en aparté avant, même nous en fait, voilà, c'est ce qu'on a lu, qu'on dit que la blockchain est fiable, et on le constate par l'usage, parce qu'a priori, si c'est la technologie qui permet de pouvoir valider un certain nombre d'échanges et pas des moindres des monnaies, quelle que soit la qualité de ses propres monnaies, en réalité on voit bien que la fiabilité semble assurée. Mais de nous-mêmes, notre expérience reste assez limitée de cette fiabilité. Néanmoins, on peut imaginer qu'à partir du moment, parce que c'est une technologie qui est structurellement très différente et à part, vous en avez beaucoup parlé avant ce débat, on peut donc imaginer quand même que l'usage puisse profondément changer, précisément parce que cette technologie, elle est porteuse de grande confiance. Et du coup, moi je crois, mais ensuite je rends la parole, je crois que non seulement ça peut rouvrir le débat sur la question du vote électronique, mais je dirais que c'est peut-être pas l'angle le plus intéressant. Là où, au contraire, je vois, je dirais, un monde en fait qui s'ouvre, c'est toutes les potentialités en fait d'interaction plus sophistiquée que simplement la démocratie représentative, qui elle a le mérite d'une très grande simplicité et qui permet précisément d'organiser des débats avec des process qui sont connus. Mais je dirais tout le volet participatif sur lequel on commence quand même à y avoir recours de plus en plus, sur lequel on le voit bien, y compris dans le grand débat encore récemment, des doutes s'expriment, on sent bien que les technologies ne sont pas complètement au point, qu'on tâtonne, que par ailleurs le simple forum ou les échanges, les conversations un peu structurées ou le vote sur proposition, on sent qu'en fait on est au balbutiement d'un renouveau démocratique absolument profond. Et que le vote Condorcet ou des tas de sophistications autres, et Dieu sait qu'il a été écrit beaucoup de choses depuis des années là-dessus, et depuis même, je dirais, 2 siècles, ou voire un peu plus, mais finalement assez peu de choses ont été faites. Je crois qu'on va de plus en plus se rend compte dans ce champ de la démocratie politique et en particulier participative que la blockchain est un outil structurel qui permet tout simplement de pouvoir rouvrir et expérimenter des tas de choses. Merci Benoît. Tu as conscience que tu as consommé tout ton temps de parole déjà dans une fois. Et comme il a tout dit, on va pouvoir s'en aller. C'est un artiste. Qu'est-ce qu'on veut améliorer avec quel est le problème en fait qu'on essaie de résoudre? Moi, les éléments de réponse, blockchain oui, mais digital. 30% des abstentionnistes disent moi j'ai pas pu me déplacer lors du jour J. En 2015, régional, 48% des abstentionnistes disent aujourd'hui il n'y a pas forcément d'offres et de produits qui me permet de voter pour les élections locales, ma collectivité, mon environnement, ma vie du quotidien. Donc proposition de valeur sur des contenus, sur des usages qui vont pouvoir me solliciter. Démocratie participative et aussi un outil digital. Alors ensuite, la blockchain, c'est 2 valeurs clés. Pierre en a parlé, monsieur le député. Sécurité, transparence. Donc là, sur le premier stade, usage, un outil digital qui est dans ma poche, comme on le fait nous avec le vote, c'est une application qui me permet à tout moment, anytime, anywhere, de voter. Et ensuite, une fois qu'on sera tous on se sera approprié la technologie, comment on assure des valeurs de sécurité et de transparence. Et là, la blockchain a son juste rôle.
Gilles, qu'est-ce qu'on essaie d'améliorer? C'est quoi l'objectif en fait? Quel problème qu'on essaie de résoudre? Non, je suis absolument d'accord avec ce que viennent de dire Benoît et Guillaume. En fait, il y a deux niveaux. On va pouvoir avoir enfin un vote électronique qui va être sûr et donc qui va permettre d'avoir toutes ces expérimentations dont la démocratie aujourd'hui a besoin, parce qu'on est tous dans le débat entre la démocratie représentative qui est en crise, la démocratie directe qui fait peur, et qu'est-ce qu'on ne peut pas expérimenter d'autres formes de vote. Et ben, si on a une solution sur un smartphone, on va pouvoir expérimenter plein de choses et voir émerger d'autres solutions. Et puis il y a un deuxième degré qui nous passionne aussi au sein d'Electis, c'est que la blockchain en elle-même fait participer l'ensemble des participants dans la validation, dans la propriété du système. Et donc, un peu comme les assesseurs, finalement. Absolument, comme les ascenseurs. Et donc, demain, avec un vote blockchain, chacun va être assesseur du système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont le dimanche soir à 22h dépouiller les bulletins de vote. Et bien, demain, sur une blockchain, chacun va pouvoir essayer d'être co-validateur du système. Or, on voit que ça, c'est très puissant en termes de légitimité du système. Il n'appartient plus à personne, il n'est plus centralisé. Et en termes de participation de chacun des citoyens dans le vote. La démocratie, c'est la démocratie pour élire, par exemple, nos représentants, mais c'est aussi la gouvernance des entreprises, c'est aussi d'autres formes d'organisation qui ont besoin de cette démocratie. Quel type d'usage on voit? Alors, on va le faire dans l'autre sens. Gilles? Mais nous, ce qu'on pense justement, c'est que ces types de protocoles de vote, ils n'ont pas à être définis sur un usage en particulier. Et c'est pour ça qu'on s'est créé comme une association et comme une communauté, en se disant... ayons un outil qui soit comme une infrastructure de la démocratie, qui soit à usage, bien sûr, des gouvernements, des collectivités, mais aussi des communautés. Il y a plein de communautés transnationales qui commencent à avoir des problématiques communes, qui réfléchissent à comment est-ce qu'elles peuvent élire de manière légitime des représentants. Eh bien, ces sujets sont si importants que c'est très bien qu'il y ait des startups qui commencent à populariser le sujet en développant des solutions de manière centralisée et ensuite en les proposant à d'autres. Mais il faut que la communauté elle-même interagisse et crée petit à petit le système. Et donc c'est pour ça qu'on dit, chez Electis, tout le monde est un cofondateur. C'est-à-dire que venez nous rejoindre et venez participer à ce débat pour être vous aussi acteur de ce que sera demain le vote électronique. Alors, on va passer la main en fait à une petite start-up Orange qui, donc sur le vote, avec le vote. Une petite équipe dans un grand paquebot. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret en fait autour de ça? C'est quoi les expérimentations les plus un citoyen dans sa vie de tous les jours, sur une année, il va voter dans son entreprise, il va voter parce qu'il est propriétaire dans son syndic, dans son club de sport et puis dans sa ville. Donc nous, la stratégie, c'est justement sur le vote et l'application, qu'on soit un peu la carte, le portefeuille des cartes d'électeurs. Donc, parce que, quel que soit le territoire, on va devoir voter, et quel que soit le niveau de sécurité, où nous, on dissocie le consultatif sur des sujets du quotidien, mais aussi l'électif, où là, c'est une obligation et il faut un seuil. Et c'est le pont que je fais avec la question de tout à l'heure, c'est que la sécurité, très bien, mais par exemple, sur le vote, nous, on garantit, on est d'ailleurs les seuls à garantir l'unicité du vote. Une personne... Sur la démocratie participative, une personne ne peut voter qu'une seule fois. Mais ça, c'est des contraintes. Nous, on analyse la carte d'identité, même si on anonymise. Mais à l'arrivée, il y a 3, 4, 5% des gens qui participent. Donc, on est obligé parfois, sur le consultatif, de être un peu moins réglementé. Et sur la partie élective, où là, beaucoup plus sécurisé. Et donc ça, c'est les deux variantes. Et en entreprise, c'est beaucoup plus l'électif. Sur des sujets associatifs ou de collectivité, ça peut être la vie quotidienne sur quelque chose d'un peu plus consultatif. Excellent. Et si on se projette en fait dans, disons 2022 par exemple, au hasard, hein, mais pour se projeter en fait un petit peu dans le futur, Benoît, pour toi, ce sera quoi en fait les usages qu'on aura pu débloquer? Est-ce que c'est finalement reproduire l'isoloir comme il existe pour en faire une fonction digitale, ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est autre chose, ça pourrait être quoi? Non, moi je reconnais que je reste assez sceptique sur l'intérêt profond de renouveler le genre classique en fait, parce que ça fonctionne globalement pas mal. Aujourd'hui, on va tous les 5 ans ou 6 ans, ça dépend des types de mandats, on va dans un isoloir avec un process qui est connu, et ça a au moins le mérite d'être assez solide. Avec une participation très faible. Avec une participation relativement faible, mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'il faut se déplacer que les gens ne participent pas. C'est un thermomètre comme un autre qui montre l'état des affections vis-à-vis de la politique, mais pas forcément vis-à-vis de l'instrument qu'est la démocratie. En tout cas, moi, c'est plutôt mon analyse. Et du coup, je ne suis pas certain que ce soit ça qui soit profondément à révolutionner. Ce n'est pas pour dire que ce ne doit pas être envisagé. Ça peut peut-être faire un peu baisser le ticket d'entrée, mais très honnêtement, encore une fois, je ne crois pas que ce soit parce qu'on a envie de passer un week-end à la pêche qu'on ne va pas voter. En général, c'est pour des raisons malheureusement plus sérieuses. En revanche,
Je pense que la blockchain, dans, on va dire, les enjeux démocratiques, va probablement rouvrir un cycle d'innovation dont on a besoin. Parce qu'il faut quand même revenir, la démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui, globalement, a été inventée à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, aux États-Unis, en France, dans le parlementarisme, avec un type de fréquence d'élection et un type de délibération et de production de normes juridiques qui, globalement, a assez peu bougé depuis 2 siècles. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faille le remettre en cause. Encore une fois, ça a un grand mérite, c'est que ça reste quand même assez solide et que quand un président est élu ou qu'une majorité est au pouvoir, on voit assez peu fleurir sur les réseaux sociaux l'idée d'un complotisme qui viendrait remettre en cause sa propre légitimité. Il y en a un peu, mais ça reste marginal. Oui, mais attendez, c'est quelque chose de puissant. Globalement, ça reste assez marginal. Et donc je pense que ça, il faut quand même assez fortement le chérir. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le moderniser, mais quand même, attention, ça reste très solide. En revanche, on voit bien qu'il y a une demande de participation, qu'il y a une demande de pouvoirs horizontaux beaucoup plus importante, et que là, pour le coup, les outils traditionnels ne sont pas forcément les plus efficaces. Je pense par exemple à toute l'expérimentation aujourd'hui qui se fait autour des notions de démocratie liquide, avec des délégations de vote. Enfin, bref, tout ça pour dire que pour l'instant, en fait, on a assez peu réfléchi à un cycle d'innovation plus poussé sur la participation et sur la démocratie. Et je pense que c'est typiquement ce que la blockchain va pouvoir permettre, c'est-à-dire, et ça va concerner aussi bien une municipalité que des associations, que des entreprises, et que les modes de délibération, les modes de participation qu'on voit commencer à fleurir, hein, si vous regardez par exemple les budgets participatifs, il y en a beaucoup au local qui se font. Et pour ceux qui l'ont pratiqué, vous reconnaîtrez tous que même quand ça fonctionne assez bien, les outils derrière qui permettent de pouvoir y participer restent au fond assez sommaires. Et ça, c'est typique de ce qu'une technologie blockchain va permettre d'outiller, où moi je vais vous donner mon vote, par exemple, ça c'est le typique de la démocratie liquide, je vais vous donner mon vote, que je vais vous déléguer parce que je te fais confiance sur tel sujet, et qu'en revanche, toi tu vas me donner un vote. Voilà. Toutes ces choses-là qui sont en réalité technologiquement et d'un point de vue du process assez complexes, qu'on ne peut pas facilement mettre en place dans une démocratie matérielle, c'est-à-dire avec des process reconnaissables tels qu'on les connaît aujourd'hui. On pourrait le faire dans le numérique avec la blockchain. À partir du moment où on bascule dans le numérique avec une technologie fiable à 100% comme la blockchain, ça rouvre le jeu. Je pense qu'on va connaître une vague d'innovation sans précédent dans les 20 ans qui viennent. Mais je ne pense pas que ce soit 2022. Non, oui, justement, c'est plus tard, ou plus tôt. Ce sera plus tard. Exactement, je voulais rebondir sur le 2022, parce que je pense qu'il faut qu'on ait conscience que les solutions blockchain qui existent aujourd'hui sont finalement très mal adaptées à ce que serait un vote démocratique. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à avoir une élection avec des mineurs qui sont en Corée, qui partent dans une blockchain publique, qui vont valider des transactions, qui vont ensuite rester sur des ledgers que tout le monde pourra un jour peut-être décrypter? Ça pose plein de questions qui sont probablement dans quelques années. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est pour ça que c'est le travail d'une communauté de réfléchir ensemble à quelles vont être les étapes pour aller vers cette version du vote blockchain qu'on pourra vraiment utiliser, et probablement pas avant des années. Oui, chez le vote, on en sera où en 2022? Messieurs, je suis désolé, j'ai ce rôle très désagréable à jouer de gardien du temps parce qu'on a énormément de sujets à voir. Il va falloir qu'on arrive à une petite conclusion. Allez, on y va. Alors on en sera où en 2022 pour le vote? Je pense que ça se joue même cette année. Il y a des consultations en cours sur même comment faire voter les ressortissants français sur l'électronique. Donc aujourd'hui, c'est d'actualité. Est-ce qu'on va pouvoir faire une proposition de valeur sur la blockchain? Point d'interrogation. Mais en tout cas, le en ligne se joue dès maintenant. C'est la raison pour laquelle nous, sur le vote, plutôt consultatif, on va essayer de faire monter les usages en essayant de faire des offres. Typiquement, je pense que ce qu'on va faire depuis, à partir d'aujourd'hui jusqu'à peut-être toute cette année, c'est d'offrir à tous les députés de la République, République française, hein, pas forcément Marche, la République, le produit, le vote, donc pour qu'ils puissent s'approprier l'outil, pour que dans les circonscriptions, ils puissent utiliser un outil comme le vote connecté à la blockchain. Et les cas d'usage, juste pour conclure, les cas d'usage aujourd'hui que l'on a chez nos clients, que ce soit ville, département, on a signé tout le Val d'Oise, c'est des consultations sur la connectivité. À Fort-de-France, c'est comment on aménage le front de mer. Chez Anzin, c'était le budget participatif. Je pense que c'est d'actualité même aujourd'hui. Bon, merci pour cette conclusion. Donc, sur l'horizon qu'il faut voir dans la démocratie avec la blockchain. Merci. Merci, messieurs.